Vous parlez d'astrophotographie pose courte, c'est une technique assez... Ah, vous entendez pas du tout? Ah, ok. Ah oui. Essayez d'envoyer un peu plus. Là, c'est mieux. Alors, l'astrophotographie pose courte. Alors, le domaine, comme le domaine est vaste, je vais être obligé un petit peu de limiter un peu mon exposé pour pouvoir respecter le temps imparti. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir en parler après s'il y en a qui sont intéressés, ce sera avec plaisir. Donc cette présentation va se passer en 4 parties. La première partie, je vais définir les poses courtes, après pourquoi utiliser cette technique et après comment photographier et comment traiter. Alors la technique des poses courtes, en fait, c'est le fait d'utiliser des temps de pause unitaires très courts. Alors pendant ce laps de temps, ça va nous permettre en fait de cumuler sur une image brute, plein de flou de bouger. Alors il y en a un qui est connu, c'est les turbulences. C'est des turbulences, donc là c'est incontrôlable, on ne peut pas la prévoir, on la subit en fait, hein, ça vous le savez tous. Puis après il y a d'autres flots de bouger en fait qui sont dus au matériel qu'on va utiliser. Après ça va dépendre de l'expérience et puis du matériel qu'on a. Mais tous ces flots de bouger vont en fait un petit peu abîmer nos images. Donc l'idée des poses courtes, c'est de séparer les mauvaises images des bonnes et puis après on empile les bonnes pour améliorer la résolution. Donc là par exemple, là, vous avez, alors c'est des cas particuliers parce que là c'est le parachute d'Andromède, donc c'est un objet qui est très très petit, hein, parce que ça représente, je ne sais pas comment faire, on est à moins de 2 secondes d'arc, là aussi c'est petite nébuleuse planétaire, donc ça va permettre en fait de pouvoir détailler des objets qui sont très petits, avec beaucoup plus de facilité en tant qu'amateur que si j'avais du gros matériel dans un coin vraiment exceptionnel, comme le pic du Midi ou je sais pas où. Alors en fait là ce petit tableau c'est pour résumer un petit peu ce qu'on peut faire avec un 300 mm entre f4 et un tube ouvert, mais je rajoute souvent des barlots pour pouvoir détailler justement ces nébuleuses planétaires. J'ai la capacité en fait avec cette technique de chercher vraiment assez loin. Donc je ne vais pas parler des poses longues parce que j'en fais pas du tout, mais moi avec mon setup je ne peux pas dépasser les 15 secondes. Après les poses moyennes peuvent devenir intéressantes parce qu'on va se libérer de l'autoguidage, on va simplifier la capture. Donc ça c'est intéressant. Alors après ça va dépendre des objets qu'on va faire. Puis après là on va taper vraiment sur les poses courtes. Donc là c'est en dessous de 5 secondes. Donc là je vais me libérer de l'erreur périodique. Alors quand je dis libérer, c'est que je n'aurai plus sur mes images brutes cette erreur périodique. Donc avec un tri, je vais pouvoir les écarter et après améliorer ma résolution. Puis après, bon, Lucky Imaging, bon ça c'est plutôt quand je fais du planétaire. Donc là on est sur des temps de pause beaucoup plus rapides. Pour l'instant, on n'y arrive pas en pause courte, c'est question de matériel, hein, tout simplement. Mais je pense que d'ici quelques années, peut-être que on va pouvoir y arriver. Donc, il y a on peut faire plein de choses avec les pauses courtes, on peut se libérer de beaucoup de choses. Alors, je n'ai pas toutes les détaillées parce qu'en fait, en 3 quarts d'heure, je n'aurai pas le temps de parler d'autres choses. Par contre, il y a un petit point, il y a 2 points que je voudrais m'attarder un petit peu. Ça va être sur toujours cette erreur périodique sur une étoile, parce qu'en fait là c'est une étoile qui a été, c'est un diagramme d'une étoile que j'ai prise lors d'une capture, et on voit que je peux passer du simple au double en FWHM sur des temps de pause de 500 millisecondes, et on devine une légère courbe là comme ça. En fait c'est mon erreur périodique. Donc sur un temps de pause de 100 images, donc ça représente 100 fois 0,5 secondes. Donc on est à peu près à 1 minute, un petit peu plus. Donc je cumule tous ces flous de bouger et en fait, je vais aller, je récupère une étoile qui aura une FWHM qui sera supérieure à 6. Alors qu'en fait j'en ai plein qui sont en dessous de 3. Donc voilà. Donc il y a un autre point aussi qui est intéressant, c'est pour ceux qui utilisent des systèmes Dobson. Alors les pauses courtes vont être particulièrement intéressantes pour ce système-là. On peut faire quand même de l'astrophoto avec la technique des poses longues, avec un Dobson, il n'y a pas de problème. Sauf que là, on va y arriver beaucoup plus facilement et on va pouvoir utiliser des gros instruments sur des... Bon, là, il faut une petite table équatoriale quand même pour avoir un suivi. Mais avec des gros instruments, on va pouvoir détailler par exemple des nébuleuses planétaires, le cœur de certains amas globulaires.
Il y a vraiment beaucoup de choses à rencontrer avec la technique des poses courtes. Donc le Dobson, ça va, je parle pas trop vite? Non, c'est bon. Le Dobson, je trouve que ça apporte pour l'amateur le fait de faire de la photo avec, ça va nous permettre de s'ouvrir à d'autres objets. Alors là, ces deux exemples ont été faits il y a peu de temps. Donc là, c'est avec un Dobson 560 mm avec des temps de pause de 2 secondes. Là, c'est la bulle. Donc on va quand même assez loin au niveau des détails. C'est en H-alpha. Donc le H-alpha est possible à faire en pose courte aussi. Bon, par contre, il faut un bon diamètre que sur des objets qui sont lumineux. Et puis après, là, c'est une autre nébuleuse planétaire. Donc là, ça a été fait avec un télescope d'1 mètre de diamètre de chez Stellarsac. Alors là, il a utilisé des temps de pause unitaires de 200 millisecondes. Il a un bon flux quand même, 1 mètre. Hein. Il peut en prendre. Donc pour résumer, pourquoi utiliser les poses courtes? En fait, on utilise un temps de pause unitaire court. Qu'est-ce que ça va faire au niveau de notre capture? Eh bien, on va la simplifier. On n'aura plus besoin on est moins sujet à une mise en station qui est un petit peu perfectible. On n'a pas besoin d'utiliser d'autoguidage. C'est même pas contre-productif, mais c'est vraiment peu intéressant. Et le fait de simplifier cette capture, ça va nous permettre d'avoir accès à la haute résolution. Et donc descendre en dessous de la seconde d'arc sur les objets. Donc ça, c'est vraiment sur des diamètres un petit peu plus gros, mais à partir j'en parlerai un peu plus tard, à partir de 200 mm, 150 mm, on arrive à avoir certaines choses qu'on ne pourrait pas trop avoir en pose longue. Et inversement, les poses courtes ne répondent pas non plus à d'autres objets, mais pour le coup, je trouve que c'est quand même, on peut arriver à la haute résolution avec beaucoup plus de facilité qu'avec une technique un petit peu plus traditionnelle. Alors maintenant, comment capturer les poses courtes? En fait, il existe beaucoup de caméras, donc ça c'est que des capteurs. Là, vous en avez à peu près une quarantaine. C'est Albéric de Bonnevie qui a fait ça sur. Donc il rassemble toutes les caméras avec toutes les caractéristiques. Je pourrais passer le PDF si vous voulez le détailler, tout ça. Donc il y a beaucoup de caméras, c'est très difficile de faire son choix quand même, je trouve, par rapport à quelques années où on en avait quand même beaucoup moins, on se prenait un peu moins la tête. Non, alors, ça va dépendre de leur sensibilité, de la taille du capteur, il y a différents paramètres. Ce qui va nous intéresser pour les poses courtes, en fait, c'est une seule chose, c'est le bruit de lecture. Plus il est faible, plus on pourra utiliser des temps de pause unitaires courts. C'est vraiment la condition très très importante pour que ça fonctionne. Donc j'ai noté à peu près, il y a 4-5 caméras qui sortent du lot. Vous avez la 224, là je ne l'ai pas noté, c'est une vieille caméra. C'était une des premières à posséder un bruit de lecture très très faible. On était en dessous des 0,6 ou des 0,7. C'est vraiment exceptionnel, donc on pouvait descendre sur des temps de pause unitaires très très bas. Après il y avait des problèmes d'anglo, il y avait différentes petites choses sur ce petit capteur. C'est un petit capteur. Par contre, si vous la trouvez d'occasion, vous pouvez vraiment l'acheter pour essayer cette technique-là avec les poses courtes. Ça marche super bien. Donc, ce que j'ai relevé plus récemment, en fait, ce qu'on va trouver, c'est l'IMX 290. Donc, c'est un capteur qui est assez petit, c'est du HD, je crois, 2000 x 1000 en résumé. C'est une caméra monochrome, bruit de lecture qui reste très très bas. On est dans les 1. Donc, tout ça, c'est des mesures que j'ai réalisé avec SharkCap, donc c'est des mesures réelles, c'est pas des captures de fait de chez les constructeurs, parce que des fois ça change selon les paramètres. Après vous avez donc beaucoup plus récent l'IMX 533, donc c'est un capteur qui est un peu plus grand, bruit de lecture qui est très bas, mais comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous pouvez le voir de là, j'aurais dû faire des tableaux plus grands. En fait il va falloir taper vraiment sur des bruits de lecture, sur des gains très très forts pour pouvoir profiter de ce bruit de lecture qui est assez bas. Et après en caméra couleur, vous avez la 464, c'est la grande sœur de la 462. Donc c'est une caméra qui est vraiment très très sensible, c'est des caméras couleur. Hein. Donc là on est en dessous des 0,80. Je trouve ça hallucinant d'avoir des caméras quand on s'approche en dessous, un électron, il y a un rendement qui est assez incroyable. Et puis vous avez l'IMX 585 qui est beaucoup plus récente. Donc ces 4-5 caméras. Bon, il y en a d'autres, après on utilise ce qu'on a, puis il faudra adapter le temps d'exposition par rapport au temps, par rapport au bruit, bruit de lecture. Alors,
Le bruit de lecture, je vous parle du bruit de lecture bas. Je ne vais pas rentrer dans le côté théorique, etc. parce que c'est assez complexe. Je ne maîtrise pas trop, j'arrive à comprendre certaines choses, mais ce que je vais plutôt vous montrer, c'est le côté pratique. Qu'est-ce qu'un bruit de lecture bas? Qu'est-ce que ça fait? Voilà, ça c'est une cible que vous connaissez tous, ça se voit, hein, je ne sais pas si... non, évidemment. C'est marqué en haut, coup de bol, là, c'est le crabe, la nébuleuse du crabe. Donc c'est une brute d'une seconde avec un gain qui est assez élevé. Donc là, bon, c'est assez difficile de se dire, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors déjà, je vais multiplier par 5. Déjà, on voit un petit peu mieux ma cible. Alors sorte un petit peu mieux du fond de ciel. Après, là, je vais taper sur... je vais multiplier par 60. Alors, on parle souvent de... est-ce que une pause de 300 secondes, c'est égal à 300 pauses d'une seconde? On entend beaucoup parler. Donc, le bruit de lecture va permettre de répondre à cette question. En fait, plus vous allez utiliser les temps de pause unitaires courts, on échappe à la turbulence, tout ça, et ça n'aura pas ou peu d'impact, jusqu'à une certaine limite pour l'instant, mais dû au matériel, à la finalité de votre image. Avec des temps de pause d'une seconde cumulés, donc là j'arrive à 1h30, donc là on voit bien l'objet. Je me suis occupé que du centre, là je vous montre que la cible. Là l'impact sur les étoiles, en fait il y aura 2 traitements qui sont particuliers, on s'en occupe pas en fait, pour l'instant. Là c'est juste pour vous montrer comment ça ressort. Donc là je suis à 5300 pauses d'une seconde, donc là on arrive à voir un petit peu de certaines choses qui se trouvent au fond. Et là j'ai rajouté 3 heures par-dessus. Donc en fait, plus je vais rajouter de temps et plus je peux avoir du détail. Là, je peux descendre avec une magnitude de surface sur des objets, je peux descendre entre 20 et 21 avec un 300 mm. Et je vais assez loin, je trouve que c'est très intéressant. Puis après, ça c'est l'image finale qui a été rajoutée avec la couleur. Alors, bon, l'écran il est un peu, pêche un peu là, au niveau de la couleur, mais n'empêche que je trouve ça... j'allais dire hallucinant, mais c'est un peu fort, mais balèze, qui avait des temps de pause d'une seconde. Alors, la qualité de la photo, je vous montre pas pour dire si c'est bien ou pas bien, c'est juste que je trouve ça super de pouvoir aller loin avec des temps de pause d'une seconde. Ça, c'est au niveau de l'évolution des capteurs, c'est vraiment très intéressant. Voilà, ça c'est moi, mais bon, c'est un montage. Alors, ça se voit. L'acquisition. Alors l'acquisition en pause courte, elle est, en fait, c'est comme du planétaire. Je viens vraiment du mode planétaire, donc je connais pas trop le ciel profond. Donc j'ai une approche qui est un petit peu particulière. Donc ce que je fais généralement, c'est que je vais diriger mon télescope, alors informatiquement ou alors avec un Dobson, je vais sur mon étoile. Et là, je vais améliorer la collimation, parce que ça c'est un point très important, mais qu'on fasse du ciel profond ou du planétaire, j'imagine que tous, il faut vraiment apporter une attention à ce réglage, la température, tout ça. Donc en fait, je vais me diriger sur une étoile qui va se trouver à côté de ma cible, et je vais choisir l'échantillonnage selon le seeing qu'il va y avoir. C'est-à-dire que là, je suis avec mon oculaire, je regarde mon étoile. Si je vois que ça bouge beaucoup, je vais rester au foyer. Si je vois que ça ne bouge pas beaucoup, je vais pouvoir utiliser des barlots. Enfin, augmenter ma focale, diminuer mon échantillonnage, pour essayer de gratter, c'est l'expression, mais d'avoir certains petits détails qui vont se trouver à l'intérieur de mon objet. Donc là, c'est un trio, hein. Enfin, voilà, c'est un petit diagramme pour dire que le seeing, quand il est bon longtemps, mon échantillonnage, je peux resserrer, parce qu'en fait les nuits il n'y en a pas beaucoup de nuits, puis si elles sont bonnes, quitte à faire des objets à détailler, je vais plutôt me concentrer sur mon échantillonnage serré. Et donc mon échantillonnage est choisi, et là mon temps d'exposition, alors si le seeing est bon et stable, mon temps d'exposition unitaire sera long. Mais alors long, c'est simplement pour vous dire que je vais passer de 100 millisecondes à 500 millisecondes. C'est relatif quand même, mais n'empêche que au niveau du signal, je vais récupérer pas mal de choses. Par contre, si le seeing est toujours bon, mais fluctuant, je me dis, bon, je vais tenter un échantillonnage serré. Par contre, mon temps de pause unitaire, je vais l'abaisser. Et en fait, je vais l'abaisser pour échapper à la turbulence. Et après, avec un choix, grâce à des logiciels, on va pouvoir choisir les bonnes images et les écarter. Enfin, on garde les bonnes et on vire les mauvaises. Alors, pour vous montrer,
ça se voit mieux, mais bon, on va pouvoir détailler. Alors ça c'est M57, la nébuleuse de la Lyre. Et en haut, il y a une double, qui est connue. C'est la double triple. Alors, donc il y a 2 étoiles, je ne sais pas si vous voyez, il y a 2 grosses étoiles, puis au-dessus il y a 2 petites étoiles, et à côté de cette petite étoile, il y en a une autre qui est encore plus petite, donc c'est la double triple. Donc en fait, avec les poses courtes, on va pouvoir détailler ce genre d'objet. L'écartement entre la grosse et la petite étoile est de 0,5 arc seconde, donc c'est vraiment très petit. Donc juste pour vous faire voir l'impact d'un bon CMI avec un temps de pause qui est adapté en fait à mon temps d'exposition, c'est que là je vais descendre ma FWHM à 0,6 avec des temps de pause de 500 millisecondes. Donc ce qui va me permettre de voir la figure d'iris, c'est sûr, mais de pouvoir... Alors donc là je suis dans le critère de Sparrow, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les objets commencent à être séparés, mais ils sont un petit peu contenus. Enfin, il y a quand même un maintien entre les deux. Puis après avec des traitements on arrive à les séparer plus ou moins. Donc là avec un 500 millisecondes, j'arrive à obtenir des détails assez importants. Là en bas, j'ai utilisé des temps de pause unitaires d'1 seconde, donc la FWHM est un petit peu impactée, mais je suis toujours quand même dans du correct, quoi, à 0,8. Donc je vois un peu plus de signal, on le voit un peu, le fond il est un peu moins granuleux que là. Par contre, quelques nuits plus tard, parce que moi j'aime bien c'est faire le même objet plusieurs nuits, et donc la nuit plus tard, 500 millisecondes, donc avec le même temps de pause, j'ai une FWHM qui est presque 3 fois plus importante. Donc même avec un tri, même en faisant des alignements, je ne pourrais pas augmenter ma résolution, donc je ne pourrais pas détailler cette étoile. Ce qui aura un impact en fait sur les détails de la nébuleuse, puisqu'en fait tout est lié. Hein. C'est juste, bon, c'est plus facile de détailler des objets lumineux, les étoiles, que des objets qui sont un petit peu plus dilués. Mais déjà c'est pour vous montrer un petit peu l'impact du CMI au moment où vous allez choisir votre échantillonnage. Alors, le PC, alors souvent, parce que quand je pose des photos sur un web Astro, je ne sais pas si vous connaissez, AstroSurf, et donc quand je parle des traitements, on me dit il faut de la capture, il faut un PC, un gros PC, donc c'est pas la peine de voler le PC de votre ado qui fait du jeu vidéo. Pour faire des poses courtes, l'impact premier qu'il faut bien regarder, c'est le disque dur. Il faut vraiment de la capacité. C'est vraiment le point noir, point négatif des poses courtes, c'est que ça prend énormément de place sur le disque dur. Une nuit, par exemple, pour vous donner l'idée à 500 millisecondes, je remplis les 3/4 d'un disque dur d'1 Tera. Donc, en pause courte, il faut de la place. Alors, plus le temps de pause est long, moins il y aura d'images. Plus votre capteur est petit, plus votre image sera plus petite, donc elle prendra moins de place. Après, il faudra faire un choix entre ce que vous voulez faire et la capacité de votre disque dur. Il faut un petit peu de mémoire vive, mais ça c'est pour que les logiciels qui travaillent soient plus à l'aise, qu'il y ait un peu plus de place au niveau des échanges de données, etc. Mais c'est pas la première chose importante, c'est le disque dur. Alors, la capture elle va se faire en 8 bits ou en 16 bits. Alors on a choisi déjà une caméra planétaire, pardon. Elles sont dédiées planétaires, donc en fait, pose courte planétaire, c'est à peu près pareil. Donc on a choisi une caméra avec un bruit de lecture très faible. Donc là, on va retrouver ce bruit de lecture très faible, mais dans les gains très élevés. Donc on regarde bien, sur les gains très élevés, notre dynamique, elle ne dépasse pas 5,53 par exemple, pour la 290. Donc ça sert à rien, presque, de passer en 16 bits. Vous allez prendre 2 fois plus de place dans votre disque dur. Alors déjà que ça prend de la place, si en plus vous en mettez 2 fois plus pour pas d'infos gagnées, donc c'est un peu bête. Donc on réduit, on passe à 8 bits. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les 4 images empilées, on augmente la dynamique de 1 bit. Donc comme on est sur des empilements de 10 000, 20 000, 30 000, en cas extrême, et déjà à partir de 3 4 000, on a des choses intéressantes, votre dynamique va monter très rapidement. Ce qui va être très intéressant, en fait, ce sera pour pour agripper les objets qui vont se trouver dans les faibles signaux. Par contre, il y aura un impact sur vos étoiles. Ça, c'est un petit peu la signature des poses courtes, c'est que tous les objets lumineux vont être un petit peu saturés. Et donc après, il faut faire des traitements un peu particuliers pour améliorer ces étoiles, mais c'est pas peu impactant sur le résultat final. Après, ça dépend. Si on vient du ciel profond en pose longue, on se dit ouais, ces étoiles, elles sont un peu
elles prennent pas de la place, mais disons que c'est du plat, quoi. Alors qu'en pose longue, on a c'est une jolie courbe gaussienne, c'est un peu plus joli. Mais après, bon, c'est au niveau du traitement qu'on peut améliorer. J'arrête le café par contre parce que. Donc en fait, il est contre-productif de rester en 7 minutes. Sauf que maintenant, les caméras d'aujourd'hui permettent d'avoir une dynamique un petit peu plus importante dans ces gains importants. Par exemple, avec la 533, si je suis à 450, ben là je suis à 8,43. Donc le 8,43, bon, c'est pas trop grave. Mais peut-être que dans l'avenir, on aura une dynamique beaucoup plus importante. Donc il serait intéressant après d'utiliser le 16 bits pour plus tard, tout simplement pour que l'empilement au niveau des logiciels, on puisse avoir un centroïde un peu plus précis et avoir un meilleur empilement. Donc ça, ce sera pour plus tard. Donc en fait, si vous faites des pauses courtes, restez en 8 bits. Voilà, et puis accumuler beaucoup d'images, c'est vraiment ce qu'il y a à faire pour maintenant. On gagne de la place, c'est vraiment important. Donc ceux qui viennent vraiment du monde des pauses longues, quand je discute de 8 bits ou 16 bits, on me regarde avec des gros yeux. Mais en fait, voilà, on est comme en mode planétaire. C'est ça, c'est que, je répète, je viens du monde planétaire, donc c'est parti dans ce truc-là. Et en fait, si on regarde bien, c'est tout à fait cohérent. Donc mon acquisition, elle va se faire avec des logiciels d'acquisition planétaire, dont vous connaissez certainement FireCapture ou SharkCap. J'ai pas de préférence. Disons que FireCapture, j'ai une préférence au niveau de son ergonomie, mais après il y a des personnes qui n'aiment pas du tout. Par contre, SharkCap, je trouve qu'il est beaucoup plus stable. Et puis il a une mise à jour qui est beaucoup plus régulière. Donc les nouvelles caméras que vous allez vous procurer passeraient plus facilement avec SharkCap qu'avec FireCapture. Donc là, mon exemple est donné. Donc là, je mets le gain, par exemple, pas au max, mais entre 60 et 75%. Je choisis mon temps d'exposition comme avec le tableau, là, selon l'objet, selon le CI, etc. Et après, je vais lancer une série une séquence. Donc là, c'est une séquence de 10 minutes, un quart d'heure. Alors pourquoi je fais ça? J'utilise pas de caméra refroidie. Donc en fait, la température de mon capteur varie énormément. En début de nuit, je suis à 20 degrés par exemple, et après, une heure après, je peux descendre à 15. Donc si je faisais une capture directe d'une heure, j'aurais une amplitude sur la température qui sera élevée. Donc si j'utilise des darks, ils ne pourront pas s'adapter avec cette capture-là. Donc ce que je fais, c'est que je séquence mes captures pour intégrer les darks des bonnes températures pour pouvoir avoir quelque chose de propre. Par contre, si vous avez une caméra refroidie, la question ne se pose pas. Vous pouvez faire un insert d'un bloc, sauf que Windows, il y en a beaucoup qui utilisent Windows, est assez sensible, des fois ça peut bugger, donc c'est bête de perdre 2 heures de capture sur un objet pendant qu'il y a un signe de fou, et de se rendre compte à la fin que ça a planté, qu'il n'a pas voulu prendre le cerf. Ça m'est déjà arrivé, ça arrive à plein de fois. Enfin, après, si on utilise d'autres systèmes, ça dépend de la stabilité du jeu. Alors, normalement c'est animé, mais là c'est un PDF, c'est plus chaud, mais ça, c'est un objet pris en pause courte de 500 millisecondes avec une focale très élevée. C'est NGC 7662. Donc, c'est l'exemple en fait pour vous montrer que sur ce temps de pause très court, pour faire une mise au point, c'est assez difficile. Donc, les masques de Batimov, vous pouvez les écarter tout simplement. Parce que sur l'impact du masque qu'aura sur votre étoile sera invisible. La lumière ne passera pas. Et puis surtout, c'est que la mise en température va varier au cours de la nuit. Descendre de sa cabane ou de son jardin, remettre le masque, enlever son masque, etc. Puis surtout, c'est que vous allez bouger. Si vous utilisez un Dobson, ça peut bouger un petit peu. Donc, moins de manipulation possible pour l'instrument et mieux ça sera. Donc, pas de masque de Batimov, sauf si vous utilisez des temps de pause unitaires assez importants. Mais franchement, à l'œil, sur un écran, en visuel, vous pouvez obtenir une mise au point vraiment parfaite. Ce que j'ai commencé par faire, c'est j'avais une technique, j'utilisais des temps de pause unitaires très très courts, de 10 à 20 millisecondes, sur une étoile assez brillante. Et j'affinais cette mise au point. Et puis après, avec l'expérience, j'arrive à situer ma mise au point correcte. Parce que plus cette mise au point est parfaite, enfin proche de la perfection, plus vous allez avoir la capacité de descendre en détection. Donc ça c'est un point important. Donc là c'est l'image finie, donc là je suis à 40 000 images de 350 millisecondes.
pour les détails et puis 6000 images une seconde pour la couleur. Donc c'est deux caméras différentes que j'ai intégrées avec un compositage. Donc hop, hop, voilà. Alors les darks, j'en ai parlé tout à l'heure. Les offsets, ce n'est pas... Oui. J'ai une question, je reviens sur la mise au point. Je voulais savoir pourquoi est-ce que tu ne fais pas des tempos longs pour faire ta mise au point? Alors j'aurai une précision beaucoup plus fine. J'utilise des échantillonnages très serrés. Après, si on est au foyer, on arrive à faire avec des temps de pause un peu plus longs, mais le seeing va impacter cette étoile, donc ça va bouger un petit peu à droite à gauche, quoi. Là sur la vidéo, on voyait mon étoile qui bougeait partout. Donc faire une mise au point sur un objet qui bouge beaucoup, c'est assez difficile en fait. Donc il vaut mieux utiliser, parce qu'on arrive à voir le centroïde de l'étoile. Et à partir de là, plus elle est fine, mieux ça sera. C'est assez intuitif en fait. Bon, il faut avoir un PC à côté, évidemment. Ça, voilà, c'est le seul impact. Donc, les darks sont importants. Les offsets, on les oublie. Pas d'offset. Ils sont intégrés dans les darks. Surtout qu'en plus, les cibles qu'on va prendre, le fond de ciel qu'on va avoir, il sera légèrement au-dessus du signal de votre caméra. Donc, vous pouvez rentrer des données négatives et c'est assez compliqué à gérer pour les logiciels. Donc j'utilise le CER, donc c'est un fichier vidéo, c'est comme un film mais en vidéo, quoi. Il a l'avantage de ne pas intégrer la couleur en visuel, enfin on a le choix de l'intégrer ou pas, ce sera le logiciel de traitement qui va pouvoir faire son interpolation. Déjà que les logiciels sont sujets aux bugs, si en plus on lui demande de calculer une interpolation de couleur, des fois ça peut être une catastrophe. Donc, et puis surtout une interpolation, c'est-à-dire qu'il va créer peut-être des artefacts. Donc on écarte la matrice de Bayer pour les caméras couleur. Donc je fais un insert de ma capture vidéo. Pour mes darks, ce sera exactement pareil. Je vais utiliser un insert avec exactement les mêmes paramètres, c'est-à-dire l'offset, le gain, la balance aussi qui est très important. Faut que ce soit exactement les mêmes paramètres. Donc j'ai une roue à filtre, j'ai un filtre dark et en pleine nuit, de temps en temps, clac, je passe mon dark dessus et hop, j'enquille des darks d'une centaine d'images, 200 images. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup, quoi. Après ça dépend des caméras, des setups, etc. Mais vous n'avez pas besoin de passer des heures ou des nuits, enfin des journées à mettre votre caméra dans un frigo pour faire des bibliothèques de dark. Là, vous pouvez faire ça au fur et à mesure et effacer. Parce qu'en plus, les points chauds vont se balader. C'est assez facile à faire. Je trouve que c'est pas du tout enfin, il n'y a pas besoin de trop réfléchir à ça. Mais il faut qu'il soit fait exactement à la même température, à 2 degrés près. Pour les flats, ça va dépendre de la grandeur de votre capteur. Je disais, ouais, ça sert à rien les flats. J'utilisais des tout petits capteurs. Et puis en fait, comme ça se balade pas mal au niveau de mon objet, les poussières, tout ça se diluait, j'avais pas de soucis. Maintenant, j'utilise un capteur un peu plus grand. J'ai des soucis de vignettage, par exemple. Donc, pour les flats, ça va dépendre de votre matériel. Alors, quel objet peut-on faire avec les pauses courtes? Alors, au début, quand j'ai écrit cette présentation, j'étais un peu extrême. Je disais qu'on pouvait faire tous les objets du ciel profond, tous. En fait, ce que je voulais dire à ce moment-là, c'était dans l'avenir, on pourra les faire tous. Là, aujourd'hui, donc je vais réduire un peu mon truc, on pourra en faire beaucoup. Déjà, c'est pas mal. Donc, en fait, vous pouvez trouver des listes sur Internet qui vont centrer, qui vont un petit peu plus sur localiser sur la magnitude de surface, parce que c'est ce qui est important, en fait, de votre objet. Donc, plus l'objet est lumineux, ce qu'il faut se dire, c'est que plus l'objet est lumineux, plus ce sera facile. Alors il y a beaucoup de nébuleuses planétaires, c'est des petits objets, tout ça, c'est lumineux. Mais après, il y a des galaxies, puis après, ça dépend du diamètre qu'on a. On peut adapter les temps de pause. Ça, c'est une image qu'une IA, j'ai essayé il y a un logiciel pour faire... j'avais besoin d'une image un peu particulière et il m'a créé un peu des trucs bizarres. Mais bon. Quel instrument? On peut prendre tous les instruments. Sauf que des petits diamètres vont se limiter à la capture, à la simplification de la capture. Si vous voulez rechercher un peu le diamètre, un peu la résolution, il va falloir utiliser des diamètres un peu plus gros.
Voilà, donc déjà avec un petit Newton de 130 mm à 750, enfin des petites, sur une EQ3, vous pouvez sortir des photos très intéressantes, petit budget en plus, puisqu'il suffit d'utiliser une caméra planétaire style la Z224 que vous pouvez trouver d'occasion, et vous pouvez vous lancer tout de suite dans l'astrophotographie des objets du ciel profond, avec un accès, je trouve, beaucoup plus facile qu'avec tout un système d'autoguidage, d'une monture surdimensionnée, et puis un apprentissage qui est un petit peu plus long. Tout se fait, hein, mais du coup, cette possibilité d'agrandir un peu les instruments capables de faire de l'astrophotographie du ciel profond, je trouve que c'est quand même un bon point aussi, quoi, le fait que ça soit simplifié. Donc en fait, le seul truc, c'est qu'il faut rester cohérent avec son échantillonnage. C'est pas la peine d'utiliser des temps de pause de 500 millisecondes avec votre petite lunette de SD à 480 mm par exemple. Puisque le plus petit détail enregistré par votre caméra ne sera pas visible par le ciel que vous enregistrez. Donc ça va bouger à l'intérieur d'un photosite, mais vous ne verrez pas l'impact. Donc il vaut mieux augmenter le temps de pause unitaire pour essayer d'avoir un peu plus de matière et pas de chercher la haute résolution, ce ne sera pas possible. Mais on peut faire quand même des pauses courtes avec ce style d'instrument. Alors, pour résumer, la capture, en fait, c'est votre caméra, va falloir la choisir. Je préconise de choisir des bruits de lecture le plus bas possible. Au moment de la capture, il faut que le gain soit le plus élevé possible, donc je reste dans une fourchette entre 60 et 75%. Trop fort, ce sera le logiciel de traitement qui va un peu galérer à sortir des détails du bruit du fond. Donc voilà. Et puis les objets, en fait, plus ils sont lumineux, plus ce sera facile. Après, lumineux, ça va dépendre de votre setup. Hein. Si vous avez un gros Dobson de 560, ça ouvre quand même le champ à beaucoup de choses. Mais si vous avez un instrument qui est un petit peu plus petit, il reste encore beaucoup d'objets à photographier. On peut vraiment se faire plaisir. Alors, le traitement. En fait, vous avez un logiciel phare, c'est Cyril. Cyril m'a permis vraiment de progresser au niveau de mes images. Alors, il est dédié, disons qu'il a une facilité pour les poses courtes, mais il ne fait pas que les poses courtes, hein, évidemment, c'est un outil qui est extraordinaire pour les poses longues. Mais du coup, il y a une chose intéressante avec Cyril, c'est qu'il gère le CER. J'ai parlé tout à l'heure du CER. Alors, il gère le CER. Au niveau du tri de l'image, il aura une sélection sur la rondeur, sur la FWHM. Enfin, après, vous avez le choix sur beaucoup de paramètres. Vous pouvez vraiment choisir des options pour pouvoir justement avoir la meilleure résolution possible. Il y a plein d'outils. C'est vraiment un outil phare par rapport aux poses courtes. Après, vous avez vraiment, quand vous utilisez quand vous faites de la photo, sur des objets un peu particuliers, style des nébuleuses planétaires, qui sont agrandis sur votre capteur. Donc là, s'il n'y a pas d'étoile centrale en plus, AutoStacker permet de sortir des choses intéressantes. Par contre, au niveau du temps de calcul, là, on multiplie par 8. Hein. Parce que Cyril, l'avantage aussi, c'est que je parle de 40 000, 50 000 images, dans les cas extrêmes évidemment, mais ça peut vraiment vous arriver. Le temps de calcul, il est réduit. Sa limite, ça va être le disque dur. Son temps de lecture, d'écriture. Donc il peut gérer 40 000 images sans aucun problème. Alors que AutoStacker, là, il faut partir travailler une bonne semaine. Hein. Enfin, j'exagère, mais ça part vraiment. Je laisse tomber tout de suite. Après, je suis obligé de faire des crops. Enfin, il y a des améliorations à faire. Puis après, pour la déconvolution, c'est-à-dire pour améliorer les détails, Cyril possède des outils intéressants. Après, Astro Surface, après j'ai une habitude de travail un petit peu du planétaire, hein, comme je le répète. Astro Surface va permettre de gérer la PCF, la déconvolution avec plus de facilité, des réducteurs de bruit. Quoique Cyril maintenant, il a une super option en réduction de bruit qui est vraiment géniale. Donc en fait, on peut marier avec ces deux objets phares pour obtenir quelque chose de très bien. Et puis après, pour finir, pour faire la décoration, comme je dis souvent, c'est GIMP ou Photoshop, hein, pour ceux qui l'ont. Et pour ceux qui n'ont pas de caméra refroidie, il y a le logiciel PIP, alors que j'utilise parce que, comme je dis, j'ai pas de caméra refroidie, donc j'ai besoin d'intégrer les darks de bonne température dans mon traitement. Donc là, je vais l'expliquer là. Donc le pré-traitement, en fait, je l'ai réduit au maximum.
vous avez deux possibilités. Caméra refroidie, caméra non refroidie. Les caméras refroidies, en fait, vous pouvez intégrer les darks directement dans Cyril, voire peut-être, mais ça je le teste pas trop, directement dans votre logiciel de capture. Donc, bon, les darks déjà dans Cyril, déjà vous pouvez partir sur cette base. Par contre, si vous utilisez une caméra non refroidie, ce qui est souvent le cas, donc là j'ai utilisé FID parce qu'en fait je vais intégrer les darks de bonne température avec les serres qui correspondent. Et à partir de là, je vais pouvoir réintégrer le tout pour créer un serre maître. Et après, je peux passer par Cyril pour finir mon traitement. Donc c'est à ce moment-là que je dématrice, c'est à ce moment-là que j'active la couleur si j'utilise une caméra. Après, une fois que vous avez fait le choix une fois que vous avez incorporé vos fichiers dans Cyril, il y a la partie alignement qui est très important. Donc là, pareil, deux possibilités. Ça dépend de l'échantillonnage que vous allez utiliser. Souvent, il y a des étoiles quand même, souvent. Donc avec Cyril, il propose différents alignements, donc ça va dépendre de votre échantillonnage. Tout est lié en fait entre l'échantillonnage, les étoiles qui vont apparaître. Alors j'utilise souvent l'alignement global, mais en ce moment, parce que j'ai un capteur qui est assez grand, mais si vous utilisez un capteur un peu plus petit, vous pouvez avoir des difficultés à avoir des accroches. Donc là, l'alignement 2-3 étoiles est vraiment très bien, surtout que, alors je ne sais pas si la nouvelle version, enfin si c'était fait avant, là maintenant on peut sélectionner nos 3 étoiles de référence et lancer l'alignement. Parce qu'avant c'était une étoile, après on lançait l'alignement, 2 étoiles, et 1, etc. Donc là c'est un gain de temps qui est hallucinant. Si vous n'arrivez pas à accrocher certaines étoiles, vous faites CTRL F6, il y a un menu qui va s'afficher, ça s'appelle la PCF dynamique, et là vous changez les seuils, vous changez différents paramètres, vous faites des tests, il faut descendre généralement le seuil, et là vous arrivez à accrocher pas mal de choses. Après il y a un autre truc qui est vraiment intéressant qui a été fait, qui a été rajouté, c'est dans votre fichier séquence. Avant le serre était recréé avec tout bien aligné, tout ça, donc ça, déjà avec les pauses courtes ça prend beaucoup de place. Donc si au niveau du traitement on rajoute encore un double fichier, moi mon Terra à chaque fois il se plaint, il a trop mal au dos, non stop. Donc là avec le fichier séquence maintenant c'est juste l'information du tilt, de tout ça là, ce sera affiché à l'intérieur. Donc là c'est vraiment quelque chose de très important, ça c'est dès qu'on commence à taper sur des hautes résolutions, les pauses courtes ont besoin d'alignement le plus précis possible. C'est vraiment ce qui permet quand vous tirez sur les manettes, entre guillemets, vous pouvez obtenir des détails. Si l'alignement n'est pas parfait, bah en fait on va se retrouver dans les problèmes des pauses longues. Parce qu'en fait, l'objet a bougé de droite à gauche, ce qu'on va trouver dans les pauses longues, enfin traditionnelles, ou un temps de pause unitaire un peu plus long. Alors que l'alignement, c'est vraiment très important. Donc avec le choix de tous ces trucs, il y a besoin de faire quelque chose. Donc là, c'est un exemple. Donc c'est sur une... ça c'est l'étoile de Campbell, c'est un tout petit objet. Donc là, je vais utiliser les temps de pause unitaires très très courts. Donc j'ai beaucoup d'images. Là, j'ai 44 000 images. Donc tous les points, ça représente en fait les images, différents paramètres sur chaque image. Donc là, sur le Y, ça va être c'est quoi ça va être la FWHM, et puis après ici, ça va être ma rondeur. Donc le nuage de points va se trouver normalement un petit peu sur votre gauche. Mais n'empêche que j'ai quand même pas mal d'images là où j'ai la FWHM ou la rondeur qui est, les étoiles sont plus ou moins allongées, ou qui ont été déformées par la turbulence, ou par le vent, ou par une erreur périodique, enfin par différentes choses. Donc ce que je fais, un truc qui est vraiment qui est génial, c'est c'est qu'avec la souris, je cadre l'endroit de ma fenêtre de prévu et je sélectionne les images que j'ai besoin selon mes deux échelles. Donc là, je vais garder, en fait, plus je fais un tri sélectif, mieux sera le résultat. C'est pour ça qu'il faut capturer beaucoup d'images, parce que si au final vous gardez que 10% de 1000 images, il vous reste que 100 images, donc ça ne sert à rien. Donc il vaut mieux aller dans des nombres importants. Alors ça, c'est dans le cas où vous utilisez un temps d'exposition long. Quand vous êtes dans les temps de pause d'une seconde, le tri est beaucoup moins sélectif. On est à 50-60%. Après, c'est selon les conditions. Si vous utilisez un gros Dobson, il y a du vent et tout, vous allez automatiquement faire un choix qui sera difficile entre
la résolution et la détection. Même si le fait de bien aligner améliore la détection. C'est deux paramètres qui sont liés, mais on a besoin de matière quand même. Généralement, ce que je fais, c'est que je fais une première partie avec une résolution où je vais vraiment être sévère, et après une autre partie où je vais être un petit peu moins sévère, ce qui fait que je vais pouvoir lier les deux et avoir des jonctions entre les forts signaux et les faibles signaux un petit peu plus doux et avoir une image un peu plus cohérente. Donc voilà, ça c'est mon image de point qui a été récupérée, j'en ai encore quand même pas mal, hein, je ne sais plus, là j'en ai 1200. Donc voilà, le tri est très important, c'est vraiment la base des poses courtes en haute définition. Et après vous allez passer à l'empilement. Alors l'empilement en fait il est très simple, on me dit souvent ça va prendre des temps de calcul pas possible, 40 000 images, enfin avec la réduction j'exagère un peu. Mais là c'est sur un autre objet, là, c'est le surfeur je crois, la galaxie du surfeur. Donc là j'ai un tri qui est un petit peu moins important, mais j'ai des images qui sont assez grandes. Donc là je vais avoir des fichiers de 300 gigas à gérer, on va me dire mais ça va prendre plusieurs heures de gestion. Mais en mode somme, parce que vu que je travaille en 8 en mode somme, ça passe beaucoup plus, le temps de calcul est beaucoup plus rapide. Donc là, pour une image comme ça, en temps de calcul, je descends à moins de 2 heures avec un i7 de pas de dernière génération, enfin un truc assez basique. Donc au niveau du temps de calcul, je trouve que ça reste assez... ça correspond un petit peu aux poses longues aussi, dès qu'on commence à avoir des fichiers un peu gros, avec des capteurs un peu importants. Donc, on résume, les poses courtes, c'est trier, aligner, et là, on a la haute résolution. Si vous utilisez un échantillonnage serré, mais vous faites un tri qui est peu sévère, la résolution sera lissée. Puis après, vous allez avoir accès au... c'est bon, hein, je suis dans le temps là. Oh, Oui. Au traitement final. Donc là, vous pouvez utiliser, il y a différentes options. Ce qui peut arriver au niveau des poses courtes, ça va être, il y aura du gradient, l'échantillonnage qu'on va utiliser, enfin, l'étalonnage des couleurs, vu que c'est des caméras qui ne sont pas du tout calibrées pour c'est des caméras couleurs, donc des fois on peut avoir un excès de vert ou un excès de rouge. Tout ça, ça se rattrape sans aucun problème. Chose que je n'ai pas dite, en fait, c'est l'importance de ne pas utiliser de filtre. Tout dépend de votre caméra. Si vous utilisez une caméra qui est sensible en infrarouge, il faudra absolument filtrer pour enlever les infrarouges et garder que la partie couleur. Parce qu'en fait, au niveau de votre balance, ça va être très dur à bien calibrer. Et surtout, c'est que les objets que vous allez faire, enfin, pas la plupart, mais beaucoup de nébuleuses planétaires, deviennent transparentes en infrarouge. Donc du coup, ça sera contre-productif parce que vous allez avoir un résultat où vous allez être obligé de pousser le temps d'exposition. Alors que si vous avez filtré les infrarouges, vous aurez exactement le même résultat, mais avec une facilité au niveau de la balance des couleurs. Par contre, il y a des caméras qui sont un peu plus sensibles au niveau du pic, au niveau du vert et du bleu. Donc là, n'utilisez pas de filtre, prenez un maximum de lumière, on est sur des temps de unitaires quand même très courts. Et puis après, vous pouvez faire un étalonnage des couleurs par photométrie selon les objets. Ça marche très bien. On obtient des choses qui sont réelles. Enfin, j'ai toujours eu un plaisir à traiter mes images, à pas galérer à retrouver les couleurs, tout ça. Après, je fais beaucoup de recoupements. J'aime bien faire un objet plusieurs fois dans le mois, plusieurs nuits sur le même objet. Et après, je recoupe tout ça. Donc, le fait d'avoir une couleur bien étalonnée, ça me permet de ne pas me retrouver avec des couleurs un peu bizarres. Mais après, c'est question de goût. Le traitement, en fait, ça va dépendre de l'exigence de l'utilisateur. Je suis un poil obstiné, donc mon traitement, il est poussé. Mais vous pouvez vraiment aller sur un cran légèrement en dessous. Vous pouvez obtenir des choses vraiment excellentes. Donc après, il y aura la partie déconvolution. Donc là, que je fais avec AstroSurface. En fait, la déconvolution, c'est simplement, on va simplement enlever certains défauts du télescope par le biais d'une étoile qui va se trouver dans le champ. On va lui dire que cette étoile, en fait, elle doit être comme ça. Et puis, il va compenser, au niveau des calculs, il va améliorer la forme de nos étoiles et retirer tous les détails. Donc là, c'est un amas globulaire. Donc
Donc là, au niveau des étoiles, il y en a beaucoup. Donc si elles sont un tout petit peu déformées, ça sera catastrophique. Avec ce système-là, vous allez pouvoir obtenir quelque chose d'assez régulier, ce sera propre, ce sera agréable, enfin plus agréable à regarder que si vous utilisez que les ondelettes par exemple. Voilà. Il y a différents systèmes pour améliorer les contrastes, et je trouve que celui des déconvolutions permet d'avoir une plus grande souplesse avec l'apparition du bruit. Là, ce sera plus, on aura plus de marge, quoi. Donc cette présentation se finit. Il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à explorer avec différents styles de matériel. Je trouve que c'est vraiment très très plaisant à faire en temps réel, parce que même déjà au niveau de la capture, on va retrouver un petit peu le système du visuel assisté. Je ne sais pas s'il y en a qui réalisent des photos avec ce système-là. Donc on a ce plaisir de voir l'objet directement sur l'écran. J'ai eu plusieurs fois des surprises, des claques entre guillemets, avec certains petits objets, des apparitions comme ça. Donc il y a vraiment moyen de se faire plaisir sans rentrer dans des outils onéreux. Après évidemment ça dépend du budget qu'on a, on peut vraiment faire des choses très intéressantes avec des instruments beaucoup plus gros. Mais là j'ai utilisé un télescope de 250 mm sur toutes les nébuleuses que vous voyez. Il y en a quelques-unes qui sont pas ou peu connues, et on arrive à obtenir des détails. Bon, la résolution de l'écran est pas terrible, mais on arrive à voir des choses vraiment très particulières, très colorées, la découverte de nouveaux objets. En fait, c'est des objets qu'on connaît, mais avec les poses longues ou les poses plus traditionnelles, ils sont un petit peu flous. On va plutôt, disons qu'on va adapter son échantillonnage sur des objets un peu plus grands, quoi. Ou alors, on a la possibilité d'utiliser du super matériel dans des super points, au Chili par exemple, où là, la pertinence des poses courtes peut se faire sur des objets brillants et petits. Donc après, c'est un petit diaporama de quelques photos que j'ai pu réaliser. Là, c'est NGC 7027. C'est une petite nébuleuse planétaire qui se trouve dans le ciel, si je me rappelle bien. C'est un objet qui fait 7 secondes d'arc sur 5, donc c'est tout petit. On est 4 fois plus petit que Jupiter. On arrive à voir la centrale, il y a un petit gaz, il y a un nuage de gaz, puisque c'est une nébuleuse protoplanétaire. Il y a la partie gaz qui va se trouver autour. Et puis j'ai pu obtenir quand même, avec des poses courtes, et un début d'enveloppe. Ces objets-là peuvent aller vraiment très très loin. On peut se dire, ouais, on va se concentrer sur des objets sur le cœur de la nébuleuse planétaire, mais maintenant on peut quand même avoir un peu plus de signal. Je trouve ça pas mal. Une autre nébuleuse planétaire, donc là il y a le nuage qui apparaît là autour. C'est un objet qui est un petit peu plus grand, mais pareil, hein, on est sur des objets beaucoup plus petits. Après là c'est la galaxie du surfeur, je crois. Je sais pas si ouais, c'est le surfeur, ça. On va assez loin parce que on arrive à voir quelques objets qui vont se trouver à l'intérieur. On a une très bonne résolution, et puis on a cet aspect assez lumineux, quoi. Je trouve que ça se dégage, ça peut donner des idées, quoi, pour faire des objets un petit peu particuliers comme ça. Bon, le crabe, vous l'avez vu tout à l'heure. Ça c'est la baleine, donc j'ai des super amas, des clusters, quoi, de super amas qui vont se trouver à l'intérieur. Pour ceux qui sont intéressés par des choses qui vont se passer dans des galaxies lointaines, on peut vraiment, avec du matériel amateur, hein, parce qu'un 300 mm posé sur une EQ6, dans un ciel de plaine qui se trouve en Charente-Maritime, on est quand même loin des ciels stables, etc. On arrive à aller assez loin. Après, ça dépend de du ciel que vous allez avoir. Wow. Vous connaissez M27. Alors ça, c'est du H-alpha. Là, c'est des temps de pause un peu plus longs. Je dois être à 2 secondes si ma mémoire est correcte. Alors le H-alpha marche bien, pas très bien, mais marche bien sur des objets lumineux. Alors cette image, en fait, je l'ai refaite après. J'ai rajouté la couleur par-dessus en IR. Et là, on est sur des temps de pause de 500 millisecondes et avec l'enveloppe des temps de pause unitaires de 5 secondes. Et avec Mathieu Guinaud, on avait fait un mélange hybride entre les pauses longues et les pauses courtes pour avoir le meilleur des deux mondes. Parce que c'est vrai que là, ça déborde pas sur le côté. Puis j'ai un capteur qui est quand même assez réduit. Donc là, avec des setups où ça nous permet d'avoir un peu plus de place, on arrive à voir les deux mondes. Après, c'est assez particulier à traiter.
Bon, vous connaissez une autre nébuleuse, hein, c'est le clown. Donc là, l'intérieur est bien détaillé. J'ai pu faire il y a des rapprochements de photos entre Hubble et cette image-là avec 20 ans d'écart et on voit, bon après les traitements sont poussés, on est vraiment à la limite de la limite. On peut voir des bulles qui bougent un petit peu, on peut calculer peut-être son expansion sur des objets assez brillants. Il y a des petites choses à faire au niveau animation. Bon après c'est le coco. Alors là ça donne pas trop, c'est pas terrible, mais bon ça a été fait avec une Player One, que couleur. Je vais assez loin sur le cocon, donc j'étais un peu mieux sur mon écran, je vais pas rester dessus. Après un autre objet, ça c'est M13, qui est bien détaillé, on voit le Y, tout ça. Tout le cœur est détaillé, hein. Bon après si je pense qu'on peut faire en utilisant des échantillonnages un peu plus serrés. Alors j'ai pas tout l'objet, hein. Ça c'est bon après si je prends un grand capteur j'aurai plus d'objets, mais je vais exploser mon disque dur et il aime pas. On va le... Sur ce type d'objet, là, on fait l'alignement, il n'y a pas d'étoile là par contre. Sur M13, là c'était un alignement global. d'étoile. Ouais, voilà, un alignement global. Et global, et par contre j'ai déplacé mon seuil pour pas qu'il tape sur beaucoup de... Enfin, pour pas que le temps de calcul soit trop long. Mais je crois qu'il y a eu des améliorations dessus qui ont été faites, parce que là c'est une image il y a 5-6 mois, donc il y a eu, comme Cyril évolue assez rapidement. Bon, M57, hein. Alors pareil, il y a des temps de pause unitaire de 500 millisecondes d'une seconde. Vous avez la galaxie qui se trouve un peu plus haute et avec il y a certains détails, donc ça nous permet d'avoir quand même un fond qui est un peu plus riche qu'avec des courtes pauses un peu plus. Donc là il y a un mix en fait entre du 500 millisecondes, 200 millisecondes pour le centre et autour je suis à 2-3 secondes pour avoir un petit peu de fond. Puis après avec des assemblages de calque, vous pouvez faire ressortir certains objets plus que d'autres et puis avoir un fond surtout un peu plus uniforme. Je rajoute aussi du bruit sur certaines de mes photos, il y en a plein qui font l'inverse, qui cherchent des logiciels pas possibles pour enlever le bruit. Moi j'en rajoute un tout petit pourcentage, donc je suis à 1%, voire moins des fois, tout simplement pour lier, pour créer. En fait c'est une astuce qui permet de créer des liens entre mes faibles signaux et des signaux forts. Souvent des fois ça peut faire des aplats, si on va passer sur quelque chose de détaillé ou alors l'enveloppe n'est pas assez définie mais elle apparaît un petit peu, puis le logiciel il n'arrive pas trop à gérer. Donc je mets un bruit, puis comme ça me permet de faire de lier entre différents objets, différents degrés de sensibilité. Et bon ça se voit pas, hein, mais il y a une meilleure cohérence. Comment je gère là? La trame de fond qui est pas mal. Ah, pardon, trame de fond. Alors, trame de fond, j'ai la chance d'avoir une monture qui possède une erreur périodique un peu catastrophique. Voilà. Ce qui fait que mon objet il bouge. Et le fait d'avoir un objet qui bouge, je vais lisser en fait le bruit télégraphique, parce que c'est lui qui va causer en fait ces défauts-là. Et je vais pouvoir l'éliminer comme ça. Ce que je fais aussi, alors dès qu'on a une bonne monture, ce que je propose et ce qui est intéressant de faire, c'est de faire le même objet sur différentes nuits avec un léger décalage. Et le mélange des deux nuits permet de lisser énormément ce défaut-là. Et en rajoutant du bruit, je peux aussi camoufler. Mais n'empêche que ce mot-là, j'aime pas trop utiliser, mais en fait c'est ça hein, en réel. Et on arrive à éliminer le tramage. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas que votre objet reste exactement au même point, parce que là, c'est catastrophique. avec l'erreur périodique, même pour 30 pixels, ça ah oui, voilà. Ouais. Vous savez le problème sur des temps de pause de 2 secondes à moins. D'accord, oui. Ça apparaît tout le temps. Après, si on fait du liftering, déjà, voilà. ça disparaît. Voilà, avec l'erreur que j'ai. Oui. Périodique, exactement. Ouais. Alors, il y a des combines, mais j'avais pas trop le temps de rentrer dans les détails, mais il y a des combines. Et j'utilise par exemple un autre logiciel en parallèle qui permet justement de faire un dithering sans utiliser d'autoguidage, sans impacter la monture. Et lui, en fait, il va décaler de temps en temps mon image. Donc quand je fais des temps de pause, comment? C'est quoi, c'est PHD2 qui fait ça? Non, c'est Fire Capture. Ouais, il y a une option à l'intérieur qui permet de gérer la monture et dedans je peux donner c'est des ordres périodiques qu'ils appellent, je crois, et puis en touchant les manettes, on arrive à obtenir quelque chose qui bouge à tant de secondes. Et après, il y a différentes astuces aussi que je vais certainement développer là sur des
sur d'autres présentations dès que je vais pouvoir aller un peu plus loin. Ouais, Stéphane. Ouais, ok, bah c'est le moment d'y aller, pardon. C'est vrai qu'après, je peux aller loin. Merci.